le 26 décembre 2004, alors que la fureur de l'océan Indien emportait les côtes de Thaïlande, une petite fille d'Aak en grave peine 2 ans, prénommée Anon, était arrachée des bras de sa mère et disparaissait à jamais. Pour le monde, elle n'était qu'une victime de plus d'une tragédie. Mais pour sa mère, Mali, ce fut le début d'une veillée solitaire de 18 ans, une quête nourrie uniquement par le souvenir d'une tache de naissance, un baiser d'ange sur la joue de sa fille. L'affaire est tombée en désuétude, l'espoir s'est réduit à un murmure, jusqu'au jour où un profil Instagram avec une photo impossible et une légende glaçante a tout changé, révélant une vérité bien plus sombre et tordue que la catastrophe elle-même. Et ce qui s'est finalement passé, eh bien, vous voudrez le voir par vous-même. Mais avant de plonger, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Décembre 2004. Pour Mali, 28 ans, la vie se résumait au rire de sa fille de 2 ans, Anon, et au baiser d'ange qui marquait sa joue. La plage thaïlandaise était son paradis personnel, une étendue de sable blanc et d'eau turquoise, mais ce paradis était brisé. D'abord, un murmure sourd venant de l'océan, puis un retrait anormal des eaux. La panique s'empara d'un mur d'eau et de débris s'élevant à l'horizon, avançant avec un rugissement qui engloutit tout sur son passage. Mali courut, prit la main d'Anon, mais la force de la vague était absolue. Dans un instant de chaos et d'eau sombre, la petite main glissa de la sienne et Anon disparut. Les jours suivants furent un cauchemar de boue et de silence. Mali cherchait sa fille dans des abris et des hôpitaux de fortune, tel un fantôme ambulant au regard vide. Chaque visage d'enfant autre que celui d'Anon était une nouvelle blessure au milieu de cette dévastation. Son cousin Somsak était son seul point d'ancrage. Il ne la quittait jamais, il la transportait d'un endroit à l'autre, lui apportait de la nourriture qu'elle touchait à peine et la soutenait pendant ses nuits de pleurs silencieux. Il devint son protecteur, le pilier qui empêchait son monde de s'effondrer complètement. Un après-midi, dans un refuge bondé, ils entendirent des volontaires étrangers discuter des rumeurs qui circulaient dans la région, des réseaux exploitaient la catastrophe pour faire sortir des enfants du pays. L'un d'eux évoqua un chiffre, le montant qu'il paierait pour un enfant. Mali, perdu dans son chagrin, le remarqua à peine. Mais l'espace d'une fraction de seconde, l'expression de Somsak changea, son regard se durcit, ses yeux brillèrent d'une lueur calculatrice, avant qu'elle ne le dissimule par un geste de compassion, serrant fort sa cousine dans ses bras. « Ne t'inquiète pas, Mali, dit-il. On retrouvera Anon. Je m'en assurerai. » Les semaines passèrent. L'espoir officiel s'évanouit, les listes de survivants furent closes et le nom d'Anon disparut. Mali était au plus bas, convaincue d'avoir tout perdu. Elle était assise sur les décombres de son ancienne vie, Somsak à ses côtés essayant de la réconforter, lorsqu'un jeune homme accourut vers eux. Un appel retentit sur le seul téléphone public fonctionnel. Un appel pour elle. Le cœur serré et un brin d'espoir persistant, Mali courut à l'autre bout du fil. La voix d'un fonctionnaire d'un refuge lointain le ramena à la vie. « Nous pensons avoir retrouvé votre fille. Elle a une petite marque sur la joue, un baiser d'ange. » Le monde sombre et silencieux du Mali a soudainement explosé en un torrent de lumière. Anon est vivant. La joie qui submergea le Mali était une force de la nature, aussi puissante que la vague qui avait tout emporté. Pour la première fois depuis des semaines, elle courut, non pas sous l'effet de la panique, mais d'une joie si intense qu'elle la brûla au cœur. Elle retrouva Somsak, qui l'aidait à décharger un camion de ravitaillement, et lui cria la nouvelle avant de l'atteindre. « Somsak, ils ont trouvé Anon. Elle est vivante. » Somsak resta immobile, un sac de riz à moitié soulevé dans les mains. L'espace d'un instant, le visage de Mali exprima une expression qui n'était pas de la joie, c'était un éclair de pure panique, ses yeux écarquillés par une terreur glaciale qui dura à peine une seconde. Elle laissa tomber le sac, et le choc se transforma en un masque de soulagement et d'inquiétude. « Mali, Dieu merci !» s'exclama-t-il en courant pour la serrer dans ses bras. Il la serra fort, peut-être trop fort. « Mais, cousine, il faut faire attention. »« Tu es sûr ? T'ont-ils donné des détails ? » ?»« Oui, oui, » dit Mali en s'écartant pour le regarder, ses propres larmes de bonheur l'empêchant de voir l'étrange tension qui habitait son cousin. « La marque,
Somsac, la marque sur sa joue, c'est elle. Ça doit être elle. Alors, il n'y a pas de temps à perdre, dit-il d'une voix désormais ferme, reprenant le contrôle. Mais écoute, cette route est longue, les routes sont détruites, tu ne peux pas y aller seul. Attends-moi ici. Je vais chercher la moto, de l'eau, à manger. Ça ne prendra qu'un instant, promis. Son insistance ressemblait à celle d'un grand frère protecteur. Mali, dans son euphorie, ne la questionna pas. Chaque minute passée par Somsac à se préparer lui semblait une éternité, mais la promesse de revoir Anon la maintenait sur terre. Ce voyage à moto était un voyage à travers un monde brisé. Les paysages autrefois verdoyants et vibrants étaient désormais marqués par la boue et les débris. Mais Mali ne voyait pas la destruction, une seule image lui restait en tête, le visage d'Anon. Elle imaginait leur retrouvaille, comment il la serrerait dans ses bras, comment il ne la lâcherait jamais. Somsac conduisait habilement et criait parfois pour couvrir le bruit du moteur. J'espère que c'est elle, Mali. J'espère juste que ce n'est pas une erreur, ton cœur ne supporterait pas une autre déception. Ses paroles semblaient sincèrement inquiètes, une tentative de la protéger. Mais elle ne pouvait pas savoir que Somsac préparait en réalité une excuse. Finalement, après ce qui leur sembla une éternité, ils arrivèrent au refuge. C'était une ancienne école, désormais surpeuplée, une mosaïque de pertes et de survie. Mali sauta de la moto avant qu'elle ne s'immobilise complètement et courut vers l'entrée. Ils trouvèrent la fonctionnaire qui avait appelé. C'était une femme d'âge moyen, au visage fatigué et aux yeux cernés d'épuisement. En les voyant, son regard devint fuyant. « Tu as appelé au sujet de ma fille Anon ?» demanda Mali, essoufflé. La femme déglutit, incapable de soutenir le regard de Mali. « Oh, oui, l'appel, balbutia-t-il. Je suis vraiment désolé, madame. Il a dû y avoir une confusion. Le monde du Mali s'est arrêté. Confusion? Mais vous avez décrit votre marque. C'est alors que la femme s'interrompit, ses yeux se dirigeant nerveusement vers Somsac puis vers le sol. La fille qu'on avait, une autre famille l'a réclamée juste après l'appel. Ou, peut-être que je me suis trompé de description. Je suis vraiment désolé. Avec tout ce chaos. Les paroles du fonctionnaire s'évanouirent dans un murmure lointain. L'explosion de couleurs du monde malien s'estompa, la ramenant au gris terne et silencieux du deuil. Ses genoux fléchirent, et Somsac la rattrapa juste à temps, la serrant fort. « Je te l'avais dit, Mali. Je te l'avais dit, » murmura-t-il, la voix brisée par un chagrin aussi réel que le sien. Ces gens ne savent pas ce qu'ils font, ils jouent avec notre douleur. Tandis que Somsac la ramenait vers la moto, son bras fermement autour de ses épaules, Mali se sentait vide, comme une coquille vide. Il avait hâte de partir, la traînant presque avec lui. « Allons-y, cousin, » insista-t-elle. « Il n'y a rien pour nous ici, seulement plus de souffrance. » Juste avant de quitter les lieux, Mali jeta un dernier coup d'œil par-dessus son épaule. L'agent se tenait toujours à l'entrée, les observant. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde, et dans le regard de la femme, Mali ne lut pas l'indifférence d'une erreur administrative. Elle y eut une culpabilité insupportable, une peur profonde et une pitié si déchirante qu'elle la glaça jusqu'aux os. La femme savait quelque chose. Elle lui mentait. Cette certitude, cette image du regard coupable du fonctionnaire, resterait gravée dans l'âme de Mali, hantant ses rêves pendant les 18 années suivantes. Le temps ne guérit pas toutes les blessures, certaines apprennent simplement à saigner vers l'intérieur. 18 ans plus tard, Mali avait 46 ans. La douleur aiguë de la perte s'était transformée en mélancolie chronique, un poids constant sur son âme. Elle vivait dans un silence volontaire, où l'espoir était un acte de rébellion silencieuse qu'elle pratiquait chaque matin au réveil. Pour le monde, l'histoire d'Anon était une tragédie close, une nouvelle cicatrice dans la mémoire du tsunami. Pour le Mali, c'était un livre ouvert, une quête sans fin, elle ne faisait que devenir intérieure. Cet après-midi-là, sa nièce Nida, une jeune femme de 22 ans dotée de l'énergie et de la confiance que la jeunesse apporte, était venue lui rendre visite.
Nida était le pont qui reliait Mali à un monde qui avait évolué sans elle. Avec une patience infinie, elle lui a appris à utiliser un smartphone, lui ouvrant ainsi une fenêtre sur le réseau vertigineux des connexions humaines qu'est Instagram. « Regarde, tante, dit-il avec un sourire, tu peux rencontrer de vieux amis, voir de beaux endroits. » Mali hocha la tête, ses doigts se déplaçant maladroitement sur l'écran tactile, mais son esprit était à des années-lumière. Elle s'apprêtait à poser son téléphone lorsque l'algorithme lui suggéra un profil, Sarah Alderton. La photo montrait une jeune femme radieuse aux cheveux noirs et raides, posant devant un pont emblématique de Londres. Mali haleta, l'air se figea dans ses poumons et le téléphone trembla dans ses mains. Ce n'était pas seulement ses yeux noirs et vifs, ni la courbe familière de son sourire, mais ce baiser d'ange, la petite tache de naissance près de son sourcil gauche, presque imperceptible pour un inconnu, mais gravé dans le cœur d'une mère. « C'est Anon. Mon Anon, réussit à murmurer Mali. Après presque 7000 jours de silence, la voilà, souriante sur un écran. Les larmes lui montèrent aux yeux, cette fois sous le choc. Nida se pencha, incrédule, et regarda la photo, la ressemblance était indéniable. L'euphorie submergea Mali, un torrent de joie menaçait de la submerger. Elle était vivante, sa fille était vivante et en bonne santé. Les mains tremblantes, elle cliqua sur son profil. Les images qui apparurent racontèrent une vie bien différente de la sienne, voyage à travers l'Europe, vêtements de créateur, diplôme d'une prestigieuse université. Sur de nombreuses photos, Sarah apparaissait entourée d'un couple britannique souriant et élégant. Mali a alors vu la photo qui a bouleversé son quotidien pour la deuxième fois, Sarah serrant le couple dans ses bras, un gâteau d'anniversaire devant eux. Ci-dessous, une légende en espagnol parfait, je suis la fille la plus chanceuse du monde. Le mot « chanceuse » la frappa avec la force d'une vague glaciale. Sa joie pure fut brisée, remplacée par un froid profond et troublant. Ce bonheur opulent, cette vie parfaite, lui parurent comme une profanation de ses 18 années de deuil, de sa quête inlassable. C'était une réalité qui ne devrait pas exister, une histoire écrite sur des pages arrachées à la sienne. La confusion et un étrange sentiment d'injustice commencèrent à étouffer son euphorie. Mali avait besoin d'un ancrage, de quelqu'un qui l'avait vu au plus mal, qui avait partagé ce premier espoir brisé. Son esprit, en ébullition, ne pensait qu'à une seule personne. Elle se tourna vers Nida, le visage baigné d'un mélange de larmes de joie et d'une nouvelle et terrible angoisse. « Il faut appeler Somsac, dit-elle d'une voix brisée. Il faut qu'il voie ça. » Somsac arriva en moins de 20 minutes, son visage exprimait l'inquiétude. Mali, accompagné de Nida, lui montra l'écran du téléphone. Le cœur battant, il vit les yeux de sa cousine s'écarquiller à la vue de la photo de Sarah. Il y eut un instant de véritable choc, suivi d'un soupir d'étonnement. C'est identique. Mali, c'est un miracle. Il la serra fort, et pendant un instant, Mali se sentit conforté, leur espoir partagé. Mais ce sentiment ne dura pas. Tandis qu'il s'éloignait, le visage de Somsac s'assombrit, avec une méfiance que Mali trouva douloureusement familière, la même méfiance qu'il avait éprouvée lors du voyage au refuge 18 ans plus tôt. « Cousin, il faut être très prudent, dit-il d'une voix grave et conspiratrice. Internet regorge de tromperies, il pourrait s'agir de quelqu'un qui te ressemble, d'une arnaque pour t'enlever de l'argent. Regarde le luxe dans lequel ces gens vivent, ils sont riches, puissants. On ne peut pas débarquer comme ça, ils pourraient avoir peur, disparaître. » Nida, qui regardait en silence, fronça les sourcils. « Ne devrions-nous pas d'abord nous réjouir, mon oncle ? C'est le premier véritable indice depuis près de 20 ans. » Bien sûr que je me réjouis, Nida, plus que quiconque, répondit Somsac sans la regarder, les yeux fixés sur Mali. Mais mon premier devoir est de protéger ta tante. Son cœur ne supporterait pas une telle déception. Le souvenir de l'espoir brisé dans l'abri flottait entre eux, une arme que Somsac utilisait magistralement. Ne t'inquiète pas, Mali, continua-t-il en lui prenant les mains. Je m'en occupe. Je coordonne tout, je serai le point de contact. Je sais comment parler à ces gens, je le ferai avec délicatesse, sans les alarmer.
Mali, accablé et épuisé émotionnellement, hocha la tête. L'idée que quelqu'un d'autre porte ce fardeau était un soulagement. Nida, cependant, ressentait un malaise croissant, la protection de son oncle ressemblait davantage à un contrôle. Malgré tout, elle mit ses compétences technologiques à profit. Elle trouva bientôt un courriel professionnel de Robert Alderton. Elle le montra à Somsac. Voilà, mec, c'est son email professionnel. Somsac a noté l'adresse sur un morceau de papier. Parfait. Je vais rédiger le message avec soin, vous verrez. 3 jours d'un silence angoissant s'écoulèrent. Chaque fois que le téléphone de Mali sonnait, son cœur battait la chamade. Était-ce Somsac qui l'appelait pour lui annoncer une bonne nouvelle? Il l'appelait tous les jours, lui demandant de patienter. Ces gens ne réagissent pas immédiatement, le moindre faux pas pourrait tout gâcher. Le 4e jour, Nida perdit patience. La douceur de son oncle lui semblait une excuse pour ne rien faire, elle avait l'impression qu'il ralentissait délibérément les choses. « Ma tante, es-tu sûre que c'est tonton Somsac qui a envoyé ce courriel ?» demanda-t-elle à Mali en privé. « Nous n'avons rien reçu. » Fatiguée d'attendre, Nida décida d'agir. Ce soir-là, pendant que sa tante dormait, elle s'installa devant son ordinateur. Elle n'utilisa pas sa messagerie professionnelle, elle trouva une meilleure solution. Sur le site web de la fondation caritative présidée par Eleanor Alderton, un formulaire de contact était disponible pour les questions urgentes. Nida n'hésita pas. Elle écrivit un message bref, respectueux, mais ferme, elle expliquait qui était Mali, la tragédie du tsunami et l'incroyable possibilité que Sarah Alderton soit la jeune fille disparue, Anon. Elle y joignit une photo de Mali et l'une des dernières photos d'Anon avant sa disparition. Elle cliqua sur « Envoyer » et ressentit un mélange de peur et de libération. La réponse arriva en moins de 12 heures, mais ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Le courriel ne provenait pas d'Eleanor Alderton, l'expéditeur était Assure LLP, un prestigieux et imposant cabinet d'avocats londonien. Le message était bref, froid et d'une clarté brutale, ils accusaient réception de sa communication troublante et affirmaient que leur cliente, Sarah Alderton, avait été légalement adoptée par de tous les canaux appropriés. Après avoir été orphelin dans la tragédie du tsunami, il s'est terminé par un avertissement sans équivoque. Toute tentative future de contacter la famille Alderton par quelque moyen que ce soit serait considérée comme un acte de harcèlement et serait confrontée à toute la force de la loi. La porte ne s'était pas refermée, on lui avait claqué la porte au nez. Le courriel des avocats avait été comme un coup de poing dans l'âme de Mali. Chaque mot, net et précis, était comme un éclat de glace dans son cœur. Elle se sentait naïve, stupide. Pendant 2 jours, elle n'avait pratiquement pas quitté sa chambre. Somsac lui rendait visite constamment, son visage étant une parfaite imitation de tristesse et de résignation. « Tu vois, Mali ? Je te l'avais dit, dit-il doucement, assis à côté d'elle. Ce sont des gens dangereux, ils ont du pouvoir et de l'argent. Nous devons laisser les choses comme ça pour ta sécurité. Tu as déjà assez souffert. T'accrocher à ça ne fera que te détruire. » Chaque mot était un clou de plus dans le cercueil de l'espoir naissant, et Mali, l'espace d'un instant, le crut. La peur et l'impuissance étaient accablantes. Somsac avait peut-être raison, peut-être poursuivait-il simplement un mirage. Mais Nida n'était pas convaincue. La froide logique de la jeunesse n'était pas obscurcie par 18 années de souffrance. Elle s'assied avec sa tante après le départ de Somsac. Réfléchissez Y, commença-t-il prudemment. La réponse de ses avocats a été trop rapide, trop préparée. Mali la regarda avec les yeux gonflés. « Que veux-tu dire ? » « Je veux dire, les innocents ne réagissent pas comme ça, » expliqua Nida, la voix s'intensifiant. Les innocents sont choqués, confus, peut-être en colère, mais ils n'ont pas de cabinet d'avocats de renom prêt à lancer une menace juridique en moins de 12 heures. Leur réaction n'était pas de se protéger d'un inconnu, mais de neutraliser une menace qu'ils savaient pouvoir se présenter un jour. C'est comme s'ils attendaient que quelqu'un pose enfin la bonne question. Les paroles de Nida firent l'effet d'un électrochoc pour Mali.
La logique était irréfutable, la réaction des Alderton n'était pas défensive, mais agressive, celle de quelqu'un qui a un secret à protéger. La petite flamme d'espoir que Somsac avait tenté d'étouffer s'enflamma de nouveau, cette fois avec une intensité nourrie par la suspicion. Pour Nida, cette conversation était la confirmation dont elle avait besoin. L'attitude de son oncle n'était plus seulement protectrice, elle était obstructive, ses erreurs, son insistance sur la prudence, sa hâte à accepter la défaite, tout concordait avec un schéma alarmant. Le cœur lourd, Mali prit une décision, elle ne dirait rien à Nida pour l'instant, ce serait cruel sans preuve. Mais elle ne pouvait plus ignorer le terrible doute qui s'était installé en elle. Elle devait enquêter sur son propre oncle. Tout a commencé cette nuit-là. Son champ de bataille était numérique, il a fouillé dans les archives publiques en ligne, les registres fonciers et numérisés de vieux journaux, à la recherche de tout ce qui pourrait expliquer comment Somsac, un homme toujours endetté et exerçant des emplois modestes, avait amélioré sa situation si soudainement après le tsunami. Il se souvenait des commentaires de sa mère sur la façon dont Somsac avait remboursé la vieille dette de jeu de son père du jour au lendemain, sur l'achat d'une nouvelle moto quelques mois seulement après la tragédie, alors que tout le monde avait à peine de quoi manger. À l'époque, on considérait ces choses comme de petits miracles, peut-être le fruit de la générosité d'un parent ou d'un coup de chance. Aujourd'hui, elle paraissait suspecte. Pendant des jours, Nida ne trouva rien de concret, les documents de l'époque étaient confus, beaucoup avaient été perdus. Elle était sur le point d'abandonner lorsqu'elle décida de changer de tactique, au lieu de chercher des revenus, elle chercha des dépenses, des remboursements de dettes. C'est alors qu'elle trouva la solution, non pas un relevé bancaire, mais les archives numériques d'un petit prêteur sur gage local qui avait fait faillite des années auparavant, mais dont les dossiers avaient été intégrés à une base de données commerciale plus vaste. Une transaction datée de janvier 2005, un mois seulement après le tsunami, Somsac avait réglé un prêt important, une dette qui le submergeait depuis plus d'un an. Le montant exact qu'il avait payé était étrangement rond, une somme qui ne correspondait pas à ses revenus connus. Nida fixait l'écran, la date et le montant brillant dans l'obscurité de sa chambre. Ce n'était pas la preuve irréfutable, mais l'ombre indéniable de l'homme qui la tenait. Un frisson lui parcourut l'échine, un mélange de triomphe et de terreur. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il dans le silence de la nuit. Ses soupçons se transformèrent en une certitude terrifiante. Tandis que Nida suivait silencieusement la piste numérique de la trahison, Mali s'accrochait à un fantôme du passé. Les preuves financières de sa nièce étaient une réalité crue, une vérité qui n'avait pas encore été révélée. Pour Mali, la vérité avait un visage, celui de la responsable du refuge, le regard empli d'une culpabilité que 18 ans n'avaient pas effacée de sa mémoire. « Je dois la retrouver, Nida », lui dit-il un matin, la voix emplie d'une détermination renouvelée. Elle est la seule à savoir pourquoi ils m'ont menti ce jour-là. Somsac, en apprenant la nouvelle obsession du Mali, a réagi avec une inquiétude prévisible. « Mali, c'est dingue », a-t-il dit au téléphone, comme un homme sage parlant à une petite fille têtue. « Ça fait 18 ans, cette femme pourrait être n'importe où, si elle est encore en vie. Tu cherches une aiguille dans une botte de foin, tu ne feras que te faire encore plus de mal. » Ces paroles, autrefois protectrices, sonnaient désormais creux aux oreilles de Mali. Son instinct, aiguisé par la récente révélation du profil de Sarah, lui disait de ne pas l'écouter. Déterminé, Mali a contacté Criinsac, un journaliste de la vieille école qui avait couvert la tragédie du tsunami avec une humanité peu commune. Il l'avait aidé dans les premiers mois, publiant la photo d'Anon à maintes reprises, bien après que les autres médias l'aient oublié. Criinsac, désormais semi-retraité, écoutait l'histoire avec un mélange de scepticisme et de respect. « C'est peu probable, lui dit-il honnêtement, mais j'admire ta force. Laisse-moi voir ce que je peux faire. » S'ensuivit un journalisme acharné. Criinsac dépoussiéra ses anciens contacts, fouilla dans ses dossiers oubliés et tira sur les fils qui traînaient. La recherche fut frustrante, le refuge avait été temporaire et ses dossiers étaient un désastre. Pendant 3 semaines, Mali est resté scotché à son téléphone tandis que Nida poursuivait sa propre enquête en secret. Finalement, un après-midi, Criinsac l'a appelé, la voix différente, étincelante d'émotion. « Mali,
Je crois que je l'ai, a-t-il dit. Une source se souvient d'une superviseure qui a démissionné brutalement quelques mois après le tsunami. Elle a dit qu'elle était épuisée et qu'elle avait déménagé vers le nord, dans une petite ville près de la frontière. Le nom correspond. Le cœur du Mali a raté un battement. Tu es sûr, demanda-t-il. Je vais là-bas pour confirmer. Ne vous faites pas trop d'illusions pour l'instant, a averti le journaliste, mais c'est la piste la plus solide que nous ayons. 2 jours plus tard, le téléphone sonna à nouveau. Nida était avec elle dans la cuisine, elles se figèrent toutes les deux en voyant le nom de Criinsac sur l'écran. Mali répondit sur haut-parleur. Mali, je suis Criinsac, dit le journaliste d'une voix tendue. Je l'ai trouvé. Mali ferma les yeux, un soupir de soulagement s'échappa de ses lèvres. Où habites-tu? Dans une petite maison en bois à la sortie de la ville. Je lui ai montré une photo d'elle de cette époque, c'est bien elle, sans aucun doute. Mais il y a un problème. Le silence à l'autre bout du fil était lourd, chargé de mauvais présages. Quel est le problème? Demanda Mali, à peine plus aucun murmure. Elle ne veut pas parler, soupira Criinsac. Dès que j'ai évoqué le refuge et le tsunami, elle est devenue pâle comme un fantôme et m'a claqué la porte au nez. Mali, cette femme n'est pas seulement épuisée émotionnellement, elle est terrifiée par quelque chose ou quelqu'un. La terreur dans la voix de Criinsac ne découragea pas Mali, au contraire, elle solidifia tout. La peur de cette femme prouvait qu'il y avait un secret à protéger. Il faut qu'on y aille, dit-elle à Nida dès qu'elle eut raccroché. Je lui parlerai moi-même. Nida, qui ruminait depuis des jours la bombe à retardement de sa propre découverte financière, hocha la tête sans hésiter. Elle savait que les 2 axes d'investigation, celui du cœur et celui des données, allaient entrer en collision. Le voyage vers le nord était comme un pèlerinage vers l'épicentre de leur deuil. Ils quittèrent les plaines familières pour pénétrer dans un paysage de collines escarpées et de forêts denses, un territoire aussi inconnu que la vérité qu'ils allaient découvrir. Somsac les appela à plusieurs reprises, sa voix au téléphone, pleine d'inquiétude, sonnait désormais fausse et creuse. Où vas-tu? C'est dangereux. Retourne. Mali a répondu évasivement, ressentant pour la première fois une répulsion qu'il ne pouvait expliquer. Au crépuscule, ils trouvèrent la maison de l'ancienne fonctionnaire Horaté. C'était une humble cabane en bois, entourée d'une végétation luxuriante qui semblait prête à l'engloutir. Lorsque Mali frappa à la porte, elle s'entr'ouvrit légèrement, le visage d'Horaté, creusé par les rides de l'âge et de la culpabilité, apparut. Ses yeux s'emplirent d'une panique absolue. Elle tenta de claquer la porte, mais Mali était plus. Sous la lumière de la lampe, sans pousser ni crier, elle posa sa main sur le bois. Sa présence était une supplication silencieuse. S'il vous plaît, dit-il d'une voix brisée mais ferme. Je ne suis pas là pour vous faire du mal, je veux juste la vérité. Il a sorti une photo d'Anon, celle qu'il portait toujours avec lui, et l'a tenue contre la fissure. Je ne l'ai pas oubliée depuis 18 ans, et je ne l'oublierai jamais. S'il vous plaît, dites-moi simplement si ma fille était là ce jour-là. La résistance d'Horaté s'effondra à la vue du visage de Mali. Non empreint de colère, mais d'une douleur pure et incarnée, c'était plus que sa conscience ne pouvait en supporter. Elle ouvrit lentement la porte et, avec un sanglot qui semblait provenir du plus profond d'elle-même, les laissa entrer. La maison était petite et sombre. Horaté était assis sur une chaise en bambou, tremblant. Oui, avoua-t-il d'une voix étouffée. L'appel était réel. La fille était là. Elle raconta le chaos de ces jours-là, à quel point ils étaient dépassés, comment les enfants allaient et venaient. Sa fille était douce mais très effrayée, elle pleurait sa mère. Que s'est-il passé ensuite? Demanda Mali, tout son corps tendu, se préparant à l'impact. Horaté leva les yeux, ses yeux remplis de larmes. Un homme est arrivé avant vous, dit-elle. Il est arrivé à moto quelques heures seulement après mon appel. Elle se balança légèrement. Il a dit qu'il était de la famille, que vous l'aviez envoyé pour qu'il puisse arriver plus vite. Il semblait si désemparé, si désespéré de retrouver la fille, que je l'ai cru.
Qui était-ce? Insista Mali en se penchant en avant. Il. Alta Horaté. Il m'a dit que la situation était compliquée, que des gens dangereux recherchaient la jeune fille et que le seul moyen de la protéger était de la faire sortir du pays immédiatement, grâce à ses contacts. Il a dit que tu étais au courant et que tu étais d'accord. Horaté commença à pleurer de manière inconsolable. Et puis il m'a proposé de l'argent, beaucoup d'argent, a-t-elle poursuivi. Il m'a dit que c'était pour couvrir les dépenses, pour me faire taire, pour assurer la sécurité de la jeune fille. Moi, mes enfants et moi n'avions rien. Ton nom, cria Mali, le contrôle se brisant. Horaté recula, terrifié. Je ne me souviens plus de ton nom, sanglota TL. Je t'ai reconnu, du refuge principal, il y a quelques jours. Tu étais toujours avec moi, veillant sur toi, te réconfortant. Il s'arrêta, ses yeux rencontrant ceux de Mali avec une certitude dévastatrice. C'était, au début. Cet aveu laissa Mali dans un état de choc silencieux et dévastateur. La trahison était un poison qui se répandait lentement dans ses veines, la paralysant. Ce n'était pas un réseau criminel anonyme, ni un ravisseur anonyme profitant du chaos, c'était Somsac, l'homme qui l'avait tenu dans ses bras pendant ses pleurs, celui qui lui avait promis de la retrouver, son ombre et sa force, l'artisan de sa douleur. Nida, regardant sa tante s'effondrer, la serra dans ses bras avec une force qui trahissait sa jeunesse. Elle l'aida à se relever, la guida hors de la petite maison en bois et la fit monter dans la voiture de location. Le voyage de retour fut un long et lourd silence, troublé seulement par les sanglots étouffés de Mali. Le paysage défilait devant la fenêtre, mais elle ne le voyait pas, son esprit était pris dans une boucle de souvenirs. Chaque geste bienveillant de Somsac, pendant 18 ans, avait été reconfiguré, transformé en un ricanement, un acte d'une cruauté insondable. Nida conduisait, le cœur empli d'une fureur glaciale. La confession d'Horaté, bien qu'horrifiante, était la pièce manquante, le témoignage humain qui donnait un contexte aux preuves numériques, froides et secrètes, qu'elle avait gardées secrètes. À mi-chemin, elle arrêta la voiture à un point de vue désolé surplombant les montagnes. Elle se tourna vers sa tante, dont le visage était creusé par un chagrin qui semblait l'avoir vieilli de 10 ans en quelques heures. « Ma tante, dit doucement Nida, il y a autre chose que tu dois voir. Ce qu'Horaté a dit est vrai, et j'ai un moyen de le prouver. » Mali leva les yeux, le regard vide et incompréhensible. Nida sortit sa tablette et, d'un doigt déterminé, parcourut l'écran. « J'ai fait des recherches depuis la réponse des avocats. Je ne vous ai rien dit, car je ne voulais pas vous blesser sans en être sûr, a-t-elle expliqué. Il lui a montré un document numérisé, un enregistrement public d'une transaction financière. Ceci, a souligné Nida, est le compte rendu du règlement d'une énorme dette de jeu que l'oncle Somsac avait depuis des années. Il l'a intégralement remboursé en janvier 2005, moins d'un mois après le tsunami. Mali regarda la silhouette, mais ne comprit pas, son esprit était trop embrumé. Nida continua de balayer pour révéler un autre document. C'est le certificat d'achat d'un petit terrain à votre nom. Vous l'avez acheté comptant 2 semaines après avoir remboursé la dette. Nida prit une profonde inspiration avant de porter le coup final. Ma tante, les sommes d'argent, la dette qu'il a payée, le coût du terrain, additionnés, c'est presque exactement le montant que les réseaux d'adoption illégale ont payé pour un enfant. C'était comme un éclair frappant un champ déjà dévasté. La confession d'Horaté fut le choc émotionnel, c'était la preuve logique et irréfutable, l'argent. Le comportement de Somsac au cours des 18 dernières années s'intègre désormais dans un puzzle monstrueux, a poursuivi Nida. Sa panique initiale au refuge, ses avertissements constants, ses erreurs opportunistes, sa hâte à accepter la défaite, ce n'était pas de la protection, c'était de la dissimulation. La douleur sur le visage de Mali commença à se transformer. L'incrédulité fit place à la certitude, et le chagrin s'intensifia, se cristallisant en une énergie vive et dangereuse. Le poison de la trahison ne la paralysait plus, il coulait désormais dans ses veines comme un carburant glacé. Mali leva les yeux de sa tablette, non plus en larmes, mais avec un feu glacial et un calme terrifiant. « Ramène-moi chez moi, Nida,
dit-il d'une voix à peine murmurée, mais d'une voix d'acier. J'ai besoin de parler à mon cousin. Le voyage de retour fut le plus long de sa vie. Ce n'était pas la distance, mais le poids de la vérité qui l'écrasait contre son siège. Chaque kilomètre la rapprochait de l'épicentre de sa tragédie, la maison de l'homme qu'elle considérait comme sa famille. Lorsque Nida arrêta la voiture devant la modeste maison de Somsac, Mali ressentit une colère et une lucidité si aiguës qu'elles le blessèrent. Ils le trouvèrent dans le jardin, en train de poncer un morceau de bois. En les voyant, il leva les yeux et un sourire inquiet, parfaitement répété, se dessina sur ses lèvres. « Mali, Nida, quelle surprise, dit-il en posant ses outils. Comment ça s'est passé? Ça va, cousin. Mali fit un pas en arrière, petit mais ferme comme un mur de pierre. Le sourire de Somsac s'estompa. Mali, je t'avais dit de ne pas venir, que tu ne ferais que te faire du mal, commença-t-il d'un ton fin. J'ai parlé à Horaté, interrompit Mali, sa voix plate et sans émotion, d'autant plus effrayante. Somsac cligna des yeux, la confusion et la panique se mêlant sur son visage. Horaté est folle, elle invente des choses pour se sortir du pétrin. Comment peux-tu croire une parfaite inconnue qui est au-dessus de ta famille, moi qui ai été à tes côtés toutes ces années? Son indignation était magistrale. Ce n'est pas seulement sa parole, dit Nida en faisant un pas en avant. Il tendit la tablette et la tourna vers Somsac. Expliquez-nous cela. Somsac, voyant l'écran affichant le relevé de sa dette réglée en janvier 2005 et l'achat du terrain avec les dates et les montants exacts, pâlit. Nida poursuivit. L'argent est apparu de nulle part juste après la disparition d'Anon. Un miracle, non? Ou peut-être le prix d'une vie? C'était l'instant. La combinaison des deux preuves, le témoignage et la piste financière fut un coup dur dont il ne put se remettre. Somsac perdit toute force. Il s'effondra sur une chaise de jardin, le visage crispé par le désespoir, sa façade, méticuleusement construite et entretenue pendant 18 ans, vola en éclats, révélant l'homme faible et terrifié qui se cachait en lui. Commença-t-il, la voix brisée par un sanglot, j'étais désespéré. Mali, les dettes, ces gens allaient me tuer. Je jure que je ne voyais pas d'autre issue. Je pensais que la fille aurait une vie meilleure dans une famille riche. Les excuses se succédèrent, litanie pathétique d'auto-justification et de peur. Mali écoutait sans interruption, l'air impassible. Elle laissa ses sanglots combler le silence, ses excuses s'écraser contre son calme. Quand il s'arrêta enfin, la regardant avec des yeux suppliants, elle fit un pas en avant. « Je ne veux pas de tes larmes, dit Mali d'une voix froide et glaciale. Je ne veux pas de tes excuses. Plus maintenant. » Elle se pencha, son visage à quelques centimètres du sien, le forçant à soutenir son regard. « Je veux la vérité, chaque détail, aussi sordide soit-il. Raconte-moi tout depuis le moment où tu as entendu cet appel au refuge. Je veux savoir exactement comment. Je veux que tu me racontes, en me regardant dans les yeux, comment tu as vendu ma fille. » Somsac releva la tête, le visage baigné de larmes et d'apitoiement sur lui-même. Alors que les mots commençaient à s'échapper de ses lèvres, le jardin s'estompa et le temps se referma sur lui-même, les ramenant au chaos et au désespoir de 2004. La voix de Somsac raconte les images. Je ne voulais pas le faire, sa voix tremblait, pleine d'excuses. Tu ne sais pas, Mali. Tu ne sais pas la pression que je subissais. Je devais de l'argent à des gens très dangereux. Ils m'avaient lancé un ultimatum, ma vie était en jeu. On voit un Somsac plus jeune, non pas dans le refuge avec Mali, mais caché, écoutant la conversation des volontaires étrangers. Ses oreilles ne sont pas rivées sur la douleur, mais sur le chiffre qu'ils évoquent, 10 000 $, une fortune, la solution à tous ses problèmes. On voit l'idée germer dans son esprit, une graine vénéneuse et tentante. Il connaissait quelqu'un, un contact dans son entourage de joueurs, un expert en résolution de problèmes, qui lui avait un jour parlé de ses adoptions discrètes. Quand j'ai appris que tu avais reçu cet appel, poursuivit-il, je n'ai pas ressenti de joie, Mali. J'ai ressenti de la terreur, puis j'ai vu une issue.
La scène change. On voit Mali lui annoncer la nouvelle avec exultation. On lit la panique dans les yeux de Somsak, qu'il masque en inquiétude. Son insistance à se préparer au chercher de l'eau et de la nourriture n'était pas de l'empressement, c'était une tactique pour gagner du temps pendant que Mali, rongé par l'espoir, attendait. Somsak courut vers un téléphone public et appela rapidement et à voix basse son contact. « Je l'ai. Prépare tout. Je dois arriver avant elle. » S'ensuit une course contre la montre. On voit Somsak conduire comme un fou sur des routes défoncées, fonçant devant le Mali. Ce n'est pas un voyage d'espoir, c'est une course pour commettre l'acte le plus atroce de sa vie. « Je suis arrivé au refuge presque 1 heure avant vous », a-t-il avoué hors écran. Nous assistons à une scène que Mali n'a jamais vue. Somsak rencontre Oraté, le fonctionnaire. Sa performance est impeccable, il feint une angoisse désespérée. « Je suis la cousine de Mali. C'est elle qui m'envoie. Elle est trop faible pour voyager. Il faut sortir la fille d'ici, tout de suite. » Il vit la pauvreté dans les vêtements d'Oraté, le désespoir dans ses yeux fatigués. Et puis il lui fit une offre, il lui montra une liasse de billets, une petite partie de ce qu'il espérait recevoir. « C'est pour toi, pour tes ennuis. Pour que la fille soit en sécurité. » On y voit le combat intérieur d'Oraté, sa faible résistance s'effondre face à la promesse d'une vie meilleure pour ses propres enfants. Puis, le moment ultime de la trahison, Oraté le conduit vers une tente où dorment plusieurs enfants. Voici Anon, recroquevillé, son baiser d'ange, visible même dans l'obscurité. Somsak se penche et la réveille doucement. « Anon, c'est tonton Somsak, murmure-t-il. Allons voir maman. » La jeune fille, confuse mais confiantant son visage familier, lui prend la main. Il la conduit hors de l'abri par une sortie de service, à l'abri des regards indiscrets. « Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas donné à n'importe qui, dit-il, essayant de justifier l'injustifiable. C'était une femme professionnelle et élégante. Elle m'a assuré que l'enfant irait dans une famille aimante en Europe. » Dans l'obscurité, derrière l'abri, un pick-up banalisé attendait. Une femme d'âge moyen, froide et efficace, en descendit, c'était l'intermédiaire. Elle inspecta Anon comme s'il s'agissait d'une marchandise, hochant la tête. Il n'y avait aucun mot de réconfort, aucune émotion, c'était une transaction commerciale. Il tendit à Somsak une enveloppe épaisse et lourde, puis il prit la main d'Anon. La jeune fille regarda Somsak, la lèvre inférieure tremblante. « Oncle Somsak, murmura-t-il. » Il détourna le regard, incapable de la regarder en face. L'intermédiaire chargea Anon dans le camion et ferma la porte. Somsak se tenait là, seul dans l'obscurité, tenant l'enveloppe, le prix de son âme. Il regarda les feux arrière disparaître au loin, sans se retourner. Il enfourcha sa moto et s'éloigna, laissant derrière lui sa nièce et toute trace d'humanité. Fin d'elle flashback. Retour au présent. Somsak a terminé son récit, il est un amas de larmes et de morve, un homme brisé par le poids de sa propre infamie. « Je suis désolé, Mali, » sanglota-t-elle. « Je suis tellement désolé. Je... » Mali le fixe, le visage impassible, tel une sculpture de pierre. Le feu glacial dans ses yeux ne s'est pas atténué, il s'est intensifié. Elle attendit que ses sanglots se transforment en halètements silencieux. Puis, sans la moindre émotion, elle se tourna vers Nida, qui l'observait, téléphone à la main, attendant des ordres. « Appelez la police », a dit Mali. L'arrivée de la police fut silencieuse et efficace. Aucune sirène ne venait troubler le calme du quartier, juste 2 voitures qui s'approchaient du trottoir devant la maison de Somsak. Mali et Nida les attendaient dans la cour, à bonne distance de la silhouette recroquevillée de leurs parents. Somsak n'essaya pas de fuir ou de résister, il resta simplement assis, la tête dans les mains, l'enveloppe vieille de 18 ans l'écrasant finalement sous son poids. Les policiers lui passèrent les menottes avec un professionnalisme discret. En passant devant Mali, il leva les yeux, ses yeux rouges et gonflés cherchant un dernier contact, peut-être une lueur de pardon ou de compréhension. Il ne trouva rien. Le visage de Mali était une toile vierge,
dénué de haine, de chagrin, de tout sauf d'une détermination inébranlable. Somsac étant en détention et ses aveux enregistrés, la suite était claire. Criensac, le journaliste qui avait patiemment attendu des nouvelles, devint un allié précieux. Il organisa des vols et des contacts à Londres. Il n'y avait pas de temps à perdre, le réseau qui avait acheté Anon était réel, et les Alderton, bon gré mal gré, étaient la clé pour l'atteindre. Le voyage vers Londres était surréaliste. Tandis que l'avion traversait les continents, Mali regardait par le hublot, observant les nuages défiler, avec un sentiment étrange de détachement. Elle avait trouvé le coupable, révélé la trahison, mais cette victoire n'avait pas ramené sa fille. Ce n'était que la fin du premier chapitre, le plus dur était maintenant, affronter la famille qui avait vécu la vie qu'on lui avait volée. Leur stratégie, élaborée avec Nida et Criensac, était audacieuse, ils ne contactèrent pas les avocats ou ceux qui les auraient incités à se révolter mais enquêtèrent sur Eleanor Alderton et sa fondation caritative. Nida découvrit qu'Eleanor devait prononcer un discours lors d'un événement caritatif la même semaine. C'était leur seule chance de les affronter en terrain neutre, loin de la forteresse de sa maison et de ses avocats. Le jour de l'événement, Mali portait une jupe et un chemisier simple, les mêmes vêtements qu'elle porterait pour chercher sa fille dans les refuges, rappel silencieux de sa mission. Elles attendaient dans le hall de l'élégant hôtel où se tenait l'événement. Alors que Robert et Eleanor Alderton entraient, entourés d'une aura de richesse et de respectabilité, Mali s'approcha d'eux. « Madame Alderton, dit-il d'une voix calme mais pleine d'autorité, je m'appelle Mali. J'ai besoin de vous parler de ma fille, Anon. » À l'évocation de ce nom, un éclair de reconnaissance et d'inquiétude traversa le visage d'Eleanor. Robert, protecteur, intervint. « Je pense que nos avocats ont été très clairs, a-t-il commencé. Vos avocats n'étaient pas sur une plage en Thaïlande en 2004, interrompit calmement Mali, les désarmant. Moi, j'y étais, et ma fille aussi. Je ne suis pas ici pour vous demander de l'argent ni pour vous menacer, je suis ici pour vous raconter une histoire. L'histoire de la fille que tu appelles Sarah. Quelque chose dans son ton, dans sa dignité, les intriguait. Il les conduisit dans une salle de conférence vide. Là, avec Nida à ses côtés, affichant les preuves sur une tablette, la photo d'Anon, les aveux d'Horaté, les documents financiers de Somsac, Mali leur raconta tout, l'appel à l'espoir, la fuite vers le refuge, puis, d'une voix ferme, la trahison de son cousin. Elle leur raconta que sa fille n'était pas une orpheline trouvée, mais une enfant vendue pour le prix d'une dette de jeu. Tandis que Mali parlait, le sang-froid des Alderton s'effondra, le déni dans leurs yeux fit place à une vague d'horreur grandissante. Ils écoutèrent la confession enregistrée de Somsac, obtenue par Criensac. La vérité était indéniable, sordide et absolue. Eleanor se mit à pleurer, un sanglot silencieux qui la secoua de tout son corps. Robert la prit dans ses bras, le visage pâle et tiré. Son aveuglement volontaire n'était plus tenable. Les irrégularités dans les documents d'adoption qu'ils avaient choisi d'ignorer, les questions qu'ils n'avaient jamais posées à l'agence à l'efficacité suspecte, tout cela est revenu les hanter. Nous ne le savions pas, murmura Robert, même si la phrase sonnait creux, même pour lui. Peut-être pas, répondit Mellet. Mais maintenant, ils savent. C'était le point de rupture. Dans cette salle de conférence, confrontés à la dure vérité sur la source de leur bonheur, les Alderton prirent une décision. Le déni céda la place à la rédemption. Ils ont ouvert tout leur dossier et remis tous les documents qu'ils possédaient sur l'agence d'adoption. Ils ont engagé leur propre équipe de détectives privés, non pas pour se défendre, mais pour assister les autorités britanniques et thaïlandaises. Ils ont usé de leur influence et de leur argent, non pas pour cacher la vérité, mais pour la révéler. Grâce à leur entière coopération et aux aveux de Somsac, les derniers éléments se sont mis en place. Grâce à une feuille de route claire, les autorités ont pu traquer et démanteler une grande partie du réseau de l'intermédiaire. La justice était en marche pour les architectes du stratagème, Somsac serait jugé en Thaïlande. Mais au milieu de ce tourbillon de justice et de rédemption se trouvait le cœur de l'histoire, une jeune fille de 20 ans à Londres qui n'avait aucune idée que le monde qu'elle connaissait était sur le point d'être démoli. Le plus dur, la rencontre avec Sarah,
restait à venir. La conversation avec Sarah, ou comme l'appellent ses amis londoniens, fut la plus difficile de toutes. Ce ne fut pas une révélation explosive, mais plutôt une lente et douloureuse révélation de la vérité, guidée par le repentir des Alderton et la présence silencieuse et aimante de Mali. Pendant des jours, Sarah écouta, digéra et pleura. Elle pleurait la vie qu'elle n'avait jamais connue, la douleur de la mère qu'elle venait de trouver et l'amour de ses parents qui l'avaient élevée dans le déni. Elle n'avait ni choix ni camp à prendre, seulement une vérité complexe et déchirante qu'elle devait désormais apprendre à accepter. Le processus de guérison ne faisait que commencer. 1 an plus tard, dans une galerie d'art au cœur de Londres, le murmure du public se mêlait au doux tintement des verres à vin. Les murs blancs étaient ornés de photographies époustouflantes, portraits intimes, paysages mélancoliques et natures mortes chargées de symbolisme. C'était la première exposition de Sarah Alderton, et son art racontait son histoire. Il y avait un portrait de « Ma fenêtre sur une mer lointaine », un autre de Robert et Eleanor Alderton assis ensemble dans leur jardin, où une distance palpable entre eux, et une série d'autoportraits où son « baiser d'ange » n'était pas caché par le maquillage mais était le point central, une marque d'identité, une histoire de survie. Dans un coin de la galerie, Mali et Nida discutaient tranquillement à quelques mètres. Robert et Eleanor observaient les invités, leur fierté pour Sarah teintée d'une humilité qu'ils n'avaient pas 1 an plus tôt. Il n'y avait aucune hostilité entre les deux familles, seulement une compréhension respectueuse, la reconnaissance qu'ils étaient tous les deux des pièces d'un même puzzle complexe. À un moment donné, Sarah monta sur une petite estrade et prit un micro. Les murmures cessèrent. « Merci à tous d'être venus », commença-t-il d'une voix claire et ferme. « Beaucoup de gens me demandent d'où vient mon inspiration, et en vérité, pendant longtemps, je l'ignorais. » Il regarda Robert et Eleanor. « Je tiens à remercier mes parents qui sont là ce soir. Ils m'ont élevé, m'ont donné toutes les opportunités du monde et un amour inconditionnel que je sais réel. Ils m'ont sauvé et m'ont donné une vie. » Il marqua une pause, son regard scrutant la foule à la recherche de Mali. Leurs regards se croisèrent, un pont de 18 ans de silence enfin franchi. « Mais aujourd'hui, je comprends que ma plus grande chance, poursuivit Sarah, la voix légèrement émue, n'a pas été mon éducation ni mes voyages. Ma plus grande chance a été d'avoir une mère dont l'amour a été assez fort pour traverser près de 2 décennies de silence et me retrouver. » Les mots résonnèrent dans la salle. Sarah descendit de l'estrade et se dirigea droit vers Mali. Pas besoin de plus, ils s'étreignirent, une étreinte qui contenait toute la douleur de la perte et toute la joie des retrouvailles. La caméra s'est focalisée sur le visage de Mali, les rides d'inquiétude et de tristesse qui l'avaient marqué si longtemps semblaient s'être atténués pour la première fois depuis 18 ans. Son visage n'était pas illuminé par la seule flamme de l'espoir, mais par la paix rayonnante d'avoir trouvé son foyer dans les bras de sa fille. Le froid qu'il ressentait lorsqu'il voyait un profil sur un écran s'était dissous à jamais, remplacé par une chaleur dont il savait qu'elle durerait le reste de sa vie. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus de contenu comme celui-ci et des mises à jour sur l'affaire. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires, cela aide beaucoup la chaîne. Merci beaucoup et à bientôt.